et ça devrait être sur la YouTube dès que ce sera envoyé. Donc, bonjour à tous, bienvenue à la récupération du module 5 et 6. J'ai fait les deux modules ensemble parce qu'ils sont extrêmement reliés. Ce sont les deux sur l'énergie. Un est un transfert d'énergie, tandis que l'autre est une transformation d'énergie. Donc, comment on va passer de l'énergie thermique à de l'énergie thermique et comment on va passer de l'énergie chimique à de l'énergie thermique. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Donc, commençons par le module 5 et 6. Si je vais trop vite, s'il y a des choses que vous voulez que je clarifie, n'hésitez pas à m'écrire, je vous rappelle, ou même ouvrir votre micro comme nous sommes peu. La formule de base en transfert de chaleur, il y en a deux. La première, c'est le Q est égal à MC delta T. Cette équation-là, on a la chaleur, je vais trouver quelque chose qui fait beau, la chaleur en joules, c'est égal à la masse en grammes fois cette capacité thermique massique-là en joules par gramme de degré Celsius. Pas besoin d'apprendre aucune capacité thermique, on vous les donne tous, mais il faut savoir, on verra des petits problèmes, à quoi servent cette valeur-là et comment on peut les utiliser. Et finalement, la variation de température, c'est toujours la température finale moins la température initiale. C'est ultra important, c'est finale moins initiale, pour que si on a une augmentation de la température, cette valeur-là, cette variation de température-là va être positive. Comme on a eu une augmentation, c'est normal que ça soit positif. Et donc, comme le C, il est positif, la masse, elle est positive, donc la chaleur sera positive aussi. Donc, si on absorbe de l'énergie thermique, on aura une chaleur positive. Par contre, si on perd de la température, donc si la température finale elle est plus petite, on aura une variation de température négative. Comme la masse est toujours positive et la capacité thermique massique toujours positive, la chaleur sera négative. Et donc, la chaleur négative veut dire de l'énergie dégagée, de l'énergie qui a été perdue, donnée à un autre milieu. C'est particulièrement intéressant. Là, on voit dans cet exemple-là, on passe de 68 à 44. On a donc perdu de l'énergie. C'est pour ça que la valeur, elle est négative. Alors que si on passe de 44 à 20, on a gagné de la température et donc on a gagné de l'énergie. Ce qui est important, on se rappelle, c'est que le Q du milieu de libération est égal à moins le Q de milieu d'absorption. Et donc, on utilise aussi le Q dégagé. C'est égal à moins le Q absorbé. On l'utilisera dans tous nos problèmes de transfert de chaleur. Et ce moins-là, je peux le mettre de ce côté-ci ou de ce côté-ci, parce que dès qu'il est de un côté, c'est juste pour dire un est l'inverse de l'autre. Donc, voyons s'il y a d'autres questions. Toujours pas de questions. Voyons voir si j'ai gagné les participants. Donc, on va continuer. Voici donc un problème type que vous avez. Un transfert de chaleur ici. Donc, un bloc d'argent de 250 grammes, ayant une température initiale de 168, température initiale de 168, et plongé dans 200 ml. Je vais mettre ça une autre couleur, trop de couleurs. Des plongées dans 200 ml, donc 200 ml, 200 grammes, ayant une température, sachant que la température finale est de 27, et ça, c'est ultra important dans un transfert de chaleur. La température finale des deux milieux est toujours la même. Pourquoi? Parce que tant que la température n'est pas la même, mais le transfert de chaleur ne sera pas terminé. Si on prend un objet à 168 et l'autre qui était, là, je vous vole la réponse, à 17 degrés Celsius, l'argent va perdre la chaleur et va diminuer sa température. 168, 167, 170, ainsi de suite. Et l'eau va augmenter de température, 17, 18, 19, 20. Tant que les deux ne sont pas à la même température, ce transfert-là continuera. Quand la température finale, elle est égale, là, le transfert de chaleur est terminé. Et c'est toujours le cas dans nos transferts de chaleur. La température finale est toujours la même. Autre chose à regarder, l'énergie absorbée est toujours la même chose, mais l'inverse que l'énergie dégagée. Et donc, sachant que la température de 27, quelle était la température initiale de l'eau,
Et les capacités thermiques massiques sont données pour le problème. Ça, on ne voit pas très bien. Ça, c'était donné, ça, c'est donné, et ça, c'est donné. Et donc, on remarque qu'on a la température finale et la température initiale. On est donc capable de trouver la variation de température. Sachant qu'on a la variation de température, on est capable de trouver le Q de l'argent qui est de moins 8460. Comme l'argent a dégagé 8460, c'est que l'eau a absorbé 8460 joules d'énergie. Et ça, c'est quand même important. Je vous rappelle, les unités du Q, de la chaleur, c'est toujours en joules. Donc, on va voir tantôt dans le module 6 qu'on est en kilojoules. Donc, faites attention, il faut transformer des kilojoules en joules. Ce n'est pas sorcier, comme des kilomètres en mètres. Il y a 1000 joules dans un kilojoule. Et donc, une fois qu'on a trouvé le 8460 de l'eau, on est capable de dire, comme il y a 200 grammes et 4,19, on est capable de trouver la variation de température qui est de 10. Ici, ça devrait être corrigé. La variation de température est de 10 degrés Celsius. Et donc, la température initiale était de 17 degrés Celsius. C'était ce que vous devriez obtenir ici. Donc, comme vous remarquez, dans un transfert de chaleur, c'est ultra important que c'est la température finale qui est pareille partout et l'énergie absorbée est égale à moins l'énergie dégagée. Donc, c'est vraiment la base des calculs et ça, c'est sûr que c'est un classique d'un formatif. Donc, je vais juste m'assurer que tout le monde a bien compris ça et qu'il n'y a pas d'autres questions avant de passer à la compréhension du concept de transfert de chaleur. Donc, pas de questions. Ça semble beau. Je vais regarder s'il n'y en a pas également dans mon autre application. Qu'est-ce que je verrai? Tout semble beau. Donc, nous passerons maintenant à la compréhension. Du transfert de chaleur. Donc, sur une même plaque, du cuivre, de l'or et de l'aluminium sont chauffés. Ils ont la même masse. Comme ils ont la même masse, on sait que Q est égal à mc delta T. On sait qu'ils ont la même masse. Et comme on sait qu'ils sont sur la même plaque chauffante, ils reçoivent la même quantité d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? On veut que ça reste égal. Et donc, si j'ai une grande capacité thermique massique, qu'est-ce que ça veut dire? J'aurai une petite variation de température. Et donc, si je vous demande lequel sera à la plus haute température, celui qui sera à la plus haute température, c'est la plus petite capacité thermique massique qui aura la plus grande variation de température pour que même si la masse est égale, la chaleur est égale, tout ça, ça se balance. Et donc, on peut le voir que comme ils reçoivent une certaine quantité de joules, prenons par exemple 0,9 joules, un composé, un cube d'aluminium de 1 gramme va augmenter de 1 seul degré Celsius parce qu'il a 0,9 joules par gramme de degré Celsius. Ce 0,9-là, c'est 2 fois plus que le cuivre. Et donc, avec cette même quantité d'énergie-là, avec ce 0,9 joules-là, le cuivre aura augmenté de 2 et un peu plus. Même chose pour l'or, mais l'or, lui, aura augmenté 2 fois plus que le cuivre et à peu près 4,5 fois plus que l'or. Et donc, on voit que l'or sera à une très, très haute température, même s'ils ont tous reçu la même quantité de chaleur. Ici, dans un même bécher, du cuivre, de l'or et de l'aluminium sont chauffés à 37 degrés Celsius. Même chose, ils ont la même masse. Lequel a reçu le plus de chaleur? Et donc, même chose, on sait que Q est égal à mc delta T. On sait qu'ils ont la même masse. Et on sait qu'ils sont à 37 degrés Celsius, donc qui étaient initialement à une température X, mettons 20 degrés Celsius. Donc, ils ont tous chauffé de 17 degrés Celsius. Et donc, est-ce qu'ils ont reçu la même quantité d'énergie? Mais non.
celui qui a la plus grande capacité thermique massique aura reçu la plus grande quantité de chaleur. Et donc, ici, lequel a reçu le plus de chaleur, c'est l'aluminium, parce que l'aluminium a reçu plus d'énergie, parce que ça lui prend plus d'énergie pour augmenter d'1 degré Celsius. Et donc, une fois rendu à 37, comme il absorbe plus d'énergie pour augmenter d'1 degré Celsius, pour augmenter de plusieurs degrés Celsius, il aura encore besoin de plus d'énergie. Si on vous demande lequel est à la plus haute température, on n'aura aucun. Ils sont tous à 37 degrés Celsius, donc il n'y en a pas qui est à la plus haute température. Finalement, si on vous demande que du cuivre, de l'or et de l'aluminium, ils sont chauffés à 37 degrés Celsius et on les met dans ces béchères à 5 degrés Celsius. Donc ça ici, c'est à 37 degrés Celsius et l'eau, elle est à 5 degrés Celsius. Comme deux objets ne peuvent pas être à des températures différentes, l'eau va se réchauffer pour atteindre une température probablement autour de 10, par exemple. Et le cuivre, lui, va aussi se refroidir pour atteindre une température de 10 aussi, parce que je vous rappelle, dans un transfert de chaleur, ils iront tous à la même température finale. Comment c'est possible? Si on prend l'eau, qui est à 5 degrés Celsius, elle va recevoir une certaine quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie-là va lui permettre d'augmenter à 6 degrés Celsius. Comme le cuivre est à une certaine température et lui, il est à 37 degrés Celsius, lui, il va donner la même quantité d'énergie, mais il va descendre d'une beaucoup plus grande quantité. Là, on suppose que les deux ont la même masse, bien sûr. Et donc, comme il va descendre d'une beaucoup plus grande quantité, pourquoi? Parce qu'il est juste 0,4 joules, alors que l'eau, c'est, je vous rappelle, et ça, vous n'avez pas besoin de le savoir, mais on l'utilise tellement souvent, l'eau est à 4,19 joules par gramme de degrés Celsius. Et donc, elle va, pour chaque degré qu'elle va monter, le cuivre, lui, va descendre. Lui, a gagné plus 1 degré Celsius, alors que lui a perdu moins 10 degrés Celsius, à peu près, parce que le cuivre a une capacité thermique massique 10 fois plus petite. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on est rendu à 27 degrés Celsius. Quand lui va augmenter, même chose, de 1 degré Celsius pour être rendu à 7, lui, il va descendre encore de 10 degrés Celsius pour être à 17 degrés Celsius. Et là, tiens, c'est merveilleux. Quand lui va augmenter de 1 degré Celsius, il va être à... il va être à 7. À 7. Là, quand il va augmenter, ça va être entre 17 et 7 qui va se rencontrer pour avoir le point de jonction qui est là. Si on fait quelque chose de similaire avec de l'or, qu'est-ce qu'on remarque avec de l'or? C'est que sa capacité thermique massique, elle est 2 fois plus petite. On va le prendre en jaune. Elle est 2 fois plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand l'eau va augmenter de 1 seul degré Celsius, l'or ne va pas descendre de 10, mais va descendre, l'or va descendre de 20 degrés Celsius. Et donc, on remarque que beaucoup plus rapidement, le point de rencontre entre les deux va être beaucoup plus bas dans l'or que dans le cuivre. Et finalement, si on fait la même chose avec l'aluminium, comme l'aluminium est à peu près 2 fois moins que le cuivre, il va descendre de 5 degrés Celsius quand l'eau va augmenter de 1 degré Celsius. Et donc, on remarque que lequel va être à la plus basse température. Donc, oui, Géraldo, vas-y, tu peux poser ta question, ouvre ton micro, il n'y a pas de problème. Oui, je ne comprends pas pourquoi le cuivre il perd moins vite la chaleur que l'or. C'est pas qu'il perd moins vite la chaleur. Les deux perdent la même quantité d'énergie. Les deux perdent la même quantité d'énergie
le même Q, mais comme ils ont le même Q, ils ont une masse qui est identique. Et Oui. comme le cuivre, il y a une capacité thermique massique qui est beaucoup plus grande, sa variation de température sera beaucoup plus petite. OK. Donc, ils ont perdu la même quantité d'énergie pour chaque fois que l'eau augmente d'1 degré Celsius, nécessairement, elle a absorbé la même quantité d'énergie. Donc, nécessairement, le métal chaud lui a donné la même quantité d'énergie. C'est juste que cette quantité d'énergie-là va avoir une plus petite variation de température si tu as une grande capacité thermique massique, ou une plus grande variation de température si tu as une petite capacité thermique massique. OK, merci. C'est bon? Et donc, voilà. C'est pour ça que celui qui est à la plus basse température, ce sera l'or, parce que comme il y a une faible capacité thermique massique, il a accumulé peu d'énergie. Donc, rapidement, il va diminuer sa température. Lequel va avoir donné le plus d'énergie, par contre, c'est l'aluminium. Pourquoi c'est l'aluminium? Parce que dès que l'or et l'eau sont à la même température, dès que les deux vont être à cette température-là, mais le transfert d'énergie va arrêter. Et donc, l'eau va terminer autour de un peu moins que 6 degrés Celsius. Alors que pour le cuivre, ça va arrêter à... oui, Maë, la récup est enregistrée. Je l'espère. Oui, enregistrement en cours. Donc, ça devrait être sur YouTube dans les prochains jours. Et donc, c'est ça. Comme là, t'es rendu comme le cuivre va avoir une température supérieure à la fin, nécessairement, il a donné plus d'énergie à l'eau. Comme il a donné plus d'énergie à l'eau, ben, c'est comme l'eau a reçu plus d'énergie, c'est que le cuivre en a donné davantage. Même chose avec l'aluminium. L'aluminium est encore plus haut. Donc, le point de jonction va être encore plus haut parce que monter de 1 pour descendre uniquement de 5. Et donc, le point de rencontre va être encore plus haut. Donc, comme l'eau a absorbé davantage d'énergie, c'est parce que l'aluminium lui en a donné davantage. Donc, c'est lui qui a donné le plus d'énergie. Donc, c'est quand même un peu complexe. Soit vous y allez par graphique comme ceci, soit vous y allez par la compréhension des capacités thermiques massiques, de se dire, si j'ai une grande capacité thermique massique, ça veut dire que ça me prend beaucoup de joules pour diminuer d'1 degré Celsius. Si je peux donner beaucoup de joules de degré Celsius, beaucoup de joules avant de descendre d'1 degré Celsius, bien, nécessairement, je resterai à une température qui est beaucoup plus élevée. Comme je resterai à une température qui est plus élevée, plus longtemps je vais réchauffer l'eau. Et donc, la température de l'eau sera une température plus élevée à la fin. C'est donc ce qui conclut le module 5. S'il y a des questions, si vous voulez que je parle davantage de certaines choses, ça serait un bon moment. Sinon, on va s'attaquer au module 6, qui est la réaction endo- et exothermique. Donc, attaquons-nous à endo-exo. Les réactions peuvent être soit endothermiques, soit exothermiques. Si l'énergie qu'on met en kilojoules ici, et là, c'est là le premier piège, l'énergie est en kilojoules, alors qu'en énergie thermique, elle était en joules. Donc, l'énergie en kilojoules, si elle est du côté des réactifs, bien, ça veut dire qu'elle a absorbé de l'énergie. Si elle a absorbé de l'énergie, c'est une réaction qu'on appelle endothermique. De même, si l'énergie est du côté des produits, c'est qu'elle a donné de l'énergie, c'est qu'elle a dégagé de l'énergie, et donc la réaction sera dans les produits. Donc, on va mettre ça d'une autre couleur. Ces trois valeurs-là, donc, est-ce que la réaction dégage ou absorbe de l'énergie? Les réactions endothermiques absorbent de l'énergie. Est-ce que l'énergie dans les réactifs ou les produits, quand elle est dans les réactifs, c'est qu'elle l'a absorbée, donc c'est endothermique? Ces trois termes-là sont associés. Pour l'allure du graphique, comme on part de nos réactifs et on devient nos produits, si on a une augmentation ici, comme on a une augmentation, ça veut dire qu'on a absorbé de l'énergie
On a gagné de l'énergie. Comme on a gagné de l'énergie, on a absorbé. C'est donc endothermique. Ici, comme on est dans les réactifs aux produits, comme on diminue ici, c'est-à-dire qu'on a perdu de l'énergie. Comme on a perdu de l'énergie, c'est qu'elle a été dégagée. Si elle a été dégagée, c'est que la réaction est exothermique. Et là, je vous rappelle que le bilan, qui est positif ici parce que ça monte et qui est négatif ici parce que ça descend, c'est tous reliés. C'est le bilan, c'est qu'est-ce que ça me prend comme énergie pour passer de mes réactifs à mes produits. Et donc là, on voit que je monte, donc c'est positif. Pour l'effet sur la température, là, ça, c'est un peu plus complexe. Quelque chose qui absorbe de l'énergie, normalement, on devrait s'attendre à une augmentation de la température. Et là, ce n'est pas une erreur de ma part. Il est bien marqué diminution et ça devrait être diminution de la température. Pourquoi ça doit être une diminution de la température? Parce que ça l'absorbe de l'énergie chimique. Comme ça l'absorbe de l'énergie chimique, c'est parce que ça l'a, en fait, elle a pris son énergie chimique quelque part et cette énergie chimique-là, elle l'a pris dans l'énergie thermique. Et donc, si ça l'absorbe de l'énergie chimique, ça veut dire qu'elle transforme l'énergie thermique en énergie chimique. Il y a donc moins d'énergie thermique dans mon milieu. C'est pour ça qu'il y aura une diminution de la température. Même chose, si elle dégage de l'énergie chimique encore, si elle dégage de l'énergie chimique, c'est parce qu'elle le transforme en énergie thermique. Et donc, comme ça gagne de l'énergie thermique, c'est pour ça que nous, on va avoir une augmentation de la température. Donc, ce tableau-là est à savoir, ce tableau-là est à comprendre. Et donc, c'est un très, très bon résumé de ce qu'on peut vous demander comme différenciation entre endo et exothermique. Par la suite, on vous demande, par la suite, on peut vous demander ce qu'est un bilan. Pour trouver un bilan, c'est l'énergie que ça prend pour briser chacune des liaisons et l'énergie que ça prend pour former chacune des liaisons. Donc, si on a la synthèse du N2 plus 3H2 qui donne 2NH3, et là, on se rappelle, là, ça, si vous avez suivi le cours avec Mme Como pour le module 4, vous vous rappelez que l'azote, comme il est avec un autre non-métal, fera une liaison qui est covalente, et cette liaison-là, ça va être une liaison triple. Pourquoi c'est une liaison triple? Parce qu'elle partage 3 électrons avec le même élément. C'est pour ça qu'on parlera d'un petit lien triple comme ça. Comme il s'agit d'un lien triple, dans mon tableau qui est là, je vous rappelle, le tableau, on ne va pas utiliser les liaisons simples, on va utiliser les liaisons doubles ou triples, multiples. Et donc, on utilisera le N triple N, qui est de 946. Comme j'en ai juste un, c'est pour ça que je n'ai que 946 kJ ici. Par contre, pour le H2, on remarque que le H et le H, c'est une liaison qui est simple. Pourquoi c'est une liaison simple? Parce que l'hydrogène n'a qu'un seul électron à partager. Donc, c'est une liaison simple. C'est pour ça qu'on utilisera le H avec le H. Le 435, nous trouvons ici. Mais il y a 3 molécules, donc on aura 3 fois 435. On les additionne pour obtenir 2251. Cette énergie-là, c'est l'énergie qui a été absorbée pour briser tous les liens de tous mes réactifs. Et donc, initialement, j'avais aucune énergie. J'ai utilisé 2251. J'ai utilisé 2251 pour briser tous les liens de mes réactifs. Par la suite, j'ai dégagé, et là, on le verra tantôt pourquoi. On va prendre mon couleur. J'ai dégagé 2334.
Et donc, j'ai un bilan, j'ai plus perdu que j'en ai absorbé, donc un bilan de moins 83. Comment on a trouvé le 2334? On remarque qu'entre mon N et mon H, il y a un seul petit trait. Il partage un seul électron avec chaque hydrogène. C'est donc une liaison simple. Entre le N et le H, on a 389. Et donc, c'est 389 fois 6, parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 liens à briser, à former. Comme on forme ces liens-là et que l'énergie, le bilan, c'est toujours absorbé moins dégagé, c'est toujours réactif moins produit, et nécessairement, on a plus d'énergie pour former nos produits que ça en a pris pour briser nos réactifs. Et donc, on a dégagé de l'énergie. C'est donc une réaction qui est exothermique. On remarque que le bilan est de moins 83. Comme le bilan est de moins 83, bien, ce sera un produit parce que c'est une réaction qui est exothermique. Et un classique. Donc, avec les bilans, la bonne vieille stoichio qui revient. Donc, quelle masse de fluorure d'hydrogène a réagi si la réaction a absorbé 833 kJ? Ce que cette réaction-là nous dit, c'est que 2HF plus 544 donnera tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai 2 moles de HF, je devrais absorber 544 kJ. La question qu'on vous demande, c'est quelle masse pour qu'elle absorbe 833 kJ. Et donc, si j'ai 833 kJ, il faut que je fasse plus que 2 moles parce que 2 moles me donnait 544. Combien pour en avoir 833? Et donc, c'est là qu'on a fait la règle de 3. 2 moles, ça nous donne 544 kJ. Combien pour 833? 3,06 moles. Et donc, ce 3,06 mol-là, il faut qu'on le transforme en grammes. Et là, j'espère que vous avez suivi le cours de Mme Como, que vous vous rappeliez que du HF, bien, H, dans mon tableau périodique, c'est 1,01 et le fluor, c'est 19. Et donc, au total, ça me donne 20,01 grammes pour une mole. Donc, si j'ai 3,06 moles, j'obtiens un total de 61,28 grammes. Et donc, c'est la réponse qu'on recherche. Donc, avec tout ça, j'aurais terminé la récupération des 2 modules. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de questions qui n'ont pas été répondues. Je ne pense pas. Je vais retourner dans mon application. Ça semble beau. C'est votre dernière chance de me poser une question avant que je vous libère. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous souhaite bonne chance pour tous vos formatifs de cette semaine. Bonne chance!